Pool. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, un voyage dans les philosophies du monde avec Roger-Paul Droit. Roger-Paul Droit, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui dans Pile Pool d'un livre que vous avez fait paraître récemment aux éditions Albin Michel et qui est un voyage dans les philosophies du monde. Donc on va rentrer un petit peu dans cet univers des philosophies du monde. Et je tiens à dire tout de suite à nos spectateurs et à nos auditeurs que c'est un livre dans lequel on peut entrer sans avoir a priori de notions philosophiques, parce qu'il est extrêmement pédagogique, je dirais. C'est un mot un peu passe-partout. Oui. Et vous nous faites toucher du doigt des philosophies, la philosophie indienne, la philosophie chinoise, la philosophie juive, la philosophie arabo-musulmane, sans qu'on ait besoin, a priori, de faire appel à des concepts ou à des lectures précédentes, soit de la philosophie occidentale, soit de la philosophie orientale, et c'est tout à fait appréciable. Alors, Roger-Paul Droit, on vous connaît, mais je vous présente quand même. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous êtes auteur d'une quarantaine d'ouvrages, d'articles, et parmi les ouvrages, il y a « Et si Platon revenait » en 2018, Monsieur je ne vous aime point, Voltaire et Rousseau, une amitié impossible en 2019, publié aux éditions Albin Michel, et d'autres livres récents, on en parlera aussi, donc philosophe prolifique. Et j'ai envie de vous poser une première question qui est immédiate, c'est quand on parle des philosophies du monde, ça sous-entend que la philosophie n'est pas uniquement européenne, elle n'est pas uniquement grecque ou gréco-allemande, que l'Inde, la Chine, le monde arabe, le monde juif, le monde africain, le monde amérindien connaît aussi la philosophie, que la philosophie est universelle. Oui, c'est un livre qui essaie de faire voyager les lecteurs en les prenant par la main, en jargonnant pas, mais pour montrer, et vous venez de le rappeler, quelque chose qui est finalement assez inhabituel, c'est qu'il y a des philosophies partout. Et alors, qu'est-ce que c'est la philosophie? On ne va pas résoudre probablement en 3 phrases cette question, mais je crois qu'il faut prendre le point de départ. C'est le retour par la réflexion sur nos idées et sur les croyances et les notions. Tout le monde a des idées. Tout le monde, à peu près, sait les défendre contre des objections. Ce n'est pas de la philosophie. Ça peut être des croyances, des spiritualités, des sagesses, tout ce qu'on veut. Mais il y a de la philosophie à partir du moment où on se demande quelles sont ces idées, tiennent-elles le coup, comment les tester et quelles sont les règles avec lesquelles la pensée peut avancer. Un usage de la rationalité. Et on nous a dit... Et on m'a dit, quand j'étais élève des CAG de Louis le Grand, puis à Normal Sup, puis quand j'étais moi-même professeur de philosophie, j'ai exercé dans le secondaire avant d'entrer au CNRS, je croyais naïvement, comme un bon élève qui croit ce que ses maîtres ont dit, qu'il n'y avait de philosophie que chez les Grecs. Nulle part ailleurs. Il y avait ailleurs... en Inde, en Chine. Mais c'était des sagesses, on disait. Il y avait des religions. Des spiritualités, des sagesses, des religions, des traditions. Et il y avait des tas de choses humaines, de création spirituelle qui pouvaient être tout à fait admirables. Mais il n'y avait pas de philosophie. Il n'y avait pas ce désir profond d'user de la réflexion pour traquer des erreurs, pour éliminer des illusions, pour chercher des vérités ou pour tester des raisonnements.
Et cela, c'était une invention uniquement des Grecs. Et puis j'ai cru ça. Et comme ce livre, c'est aussi, d'une certaine manière, l'histoire d'un parcours, que je ne crois pas un parcours personnel, mais qui est un parcours qui dit des choses sur notre histoire, il s'est trouvé que vers 30 ans, j'ai découvert des traités de logique bouddhiste. Et j'ai commencé quand même à me casser un peu la tête parce que ça ne correspondait absolument pas à ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, ces gens-là, finalement, ils ont des illuminations, des extases, c'est des sages, ils font des initiations. Et là, je tombe sur des traités de logique qui, certes, n'ont pas les mêmes objectifs que ceux d'Aristote ou des Grecs ou même des logiciens occidentaux, mais qui utilisent les mêmes règles. Le principe de non-contradiction, la manière, qu'est-ce qu'un raisonnement valide, à quelles conditions peut-il fonctionner, comment dézinguer, si j'ose dire, la position d'un adversaire de manière convaincante et réglée. Et là, je me suis dit, il y a quand même un problème. On m'a dit que ça n'existait pas, et ça existe. Mais pourquoi? Depuis quand? Et je ne vais pas vous raconter toute une vie de philosophes et de chercheurs, mais ça m'a mené de proche en proche à me demander quand donc on avait dit qu'il y avait de la philosophie seulement en Occident. Est-ce que c'était de toujours? Est-ce qu'on a toujours dit ça? Est-ce que c'est une affaire récente? Et finalement, la première chose que j'ai découverte, c'est que cette clôture de la philosophie sur le précaré des Grecs et sur l'histoire de l'Europe et de l'Occident, c'est un mythe relativement récent. Il est allemand et il commence grosso modo au XIXe siècle, avec Hegel, puis Husserl, puis Heidegger, les 3 H, si j'ose dire, de la philosophie allemande, qui emploient tous les 3 une même expression, nur bei den Griechen, en allemand, c'est-à-dire rien que chez les Grecs. Rien que les Grecs. Voilà. L'option tout grec, comme on dit tout nucléaire, si vous voulez. Voilà. Pas de philosophie ailleurs, pas de philosophie même dans d'autres... les Allemands aussi. Comment? Enfin, dans leur tête, c'était les Grecs et les Allemands. Les Grecs et les Allemands, oui, parce que j'ai étudié beaucoup le 19e siècle allemand. Il y a même la construction d'une sorte de généalogie imaginaire. Vous voyez, chez un auteur romantique allemand du début du 19e, comme Friedrich Schlegel, qui a joué un grand rôle d'ailleurs dans la connaissance de l'Inde en Europe, eh bien, il y a ce mythe que les Allemands, les Indiens et les Grecs sont une seule et même, comment dirais-je, filière, si vous voulez. Voilà. Et Heidegger va jusqu'à dire qu'on ne peut pas faire de philosophie en dehors de la langue grecque et bien sûr de la langue allemande, qui en serait comme le surgeon contemporain et européen. Or, tout cela, non seulement est radicalement faux, mais est tout à fait récent. Il n'y a pas dans les histoires de la philosophie, avant le XIXe siècle, l'idée qu'il y aurait de la philosophie que chez les Grecs. J'en prendrai un seul exemple. 1742. Grande histoire de la philosophie des Lumières. Jacob Brucker, 6 volumes. C'est lu, cette grande histoire, c'est lu par Kant, c'est lu par Hegel, par Goethe, Diderot, pille ça dans son encyclopédie, etc. Et qu'est-ce que dit Jacob Brucker? Il ouvre son histoire de la philosophie par 350 pages, intitulée Philosophia Barbara, et pas du Barbara, là ça veut dire simplement non grec. Et il s'agit de quoi? Philosophie des Égyptiens anciens, des Indiens, des Chinois, des Perses. Autrement dit, dans l'histoire de la philosophie jusqu'aux Lumières, le fait qu'il y ait des philosophies ailleurs que chez les Grecs, ça ne choque personne. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Et je me suis demandé, est-ce que les Grecs eux-mêmes disaient cela? Est-ce qu'ils se sont jamais considérés comme les seuls inventeurs, les seuls détenteurs de la philosophie? Pas du tout. Ça a été un deuxième chantier de recherche, si vous voulez. Ça a occupé une dizaine d'années de ma vie ensuite, mais qui m'a beaucoup étonné. Non seulement c'est une histoire
récente, mais c'est justement pas du tout une histoire des Grecs eux-mêmes. Quand ils parlent des Indiens, quand ils les découvrent avec l'expédition d'Alexandre, par exemple, eh bien les Grecs disent les philosophes indiens. Oui. En découvrant les philosophes indiens à l'occasion oui. des conquêtes d'Alexandre, ils voient ces sages nus et ils les appellent philosophes. Ils les appellent philosophes. Il y a même et des auteurs grecs eux-mêmes. Le pseudo-Callisthène, qui écrit un roman d'Alexandre, fait dire à ses ascètes, il les imagine, mais il leur fait dire, ils disent à Alexandre, toi tu es un guerrier, nous sommes des philosophes. Et des tas de textes grecs parlent de philosophes pour parler des prêtres égyptiens, pour parler des mages de Chaldée, et puis même des mages de Chaldée. Même quand ils découvrent les druides, ils les appellent philosophes. C'est-à-dire que, si vous voulez, notre coupure entre... Ils étaient plus ouverts qu'on ne le pense, en fait. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture effectivement, de l'idée de philosophie et de la pensée qui existe chez les Grecs, qui se poursuit tout au long de l'histoire occidentale et qui se referme finalement à partir du 19e et encore plus au 20e siècle. L'idée qu'il y ait d'un côté des philosophes usant de la rationalité, et puis de l'autre côté des sages, des religieux, des spirituels qui ne s'occupent pas du tout de cela, eh bien, ce n'est pas une idée des Grecs, ce n'est pas une idée de l'Occident classique, et ce n'est même pas encore une idée des Lumières. Et donc, en faisant ce livre, si vous voulez, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut d'abord essayer de rouvrir la philosophie en s'adressant à tout le monde, et puis je me situe plutôt dans une tradition plus longue que cette clôture liée à des tas de raisons, mais notamment à la constitution de l'université, peut-être aussi aux empires coloniaux, etc. Enfin bref, on ne va pas entrer dans tous ces détails, mais la philosophie, elle est présente ailleurs que chez les Grecs, et c'est ça que j'ai essayé non seulement de montrer, mais de donner à chacun les moyens de commencer à y comprendre quelque chose. Alors, Roger-Paul Droit, dans au début de ce voyage dans les pensées des philosophies non occidentales, vous avez cette réflexion, puisque vous parlez de vos voyages aussi, à titre personnel, des impressions que vous avez lorsque vous allez en Inde, en Chine, etc., dans tous ces pays. Et vous avez cette réflexion, plus les échanges se mondialisent, plus la diversité des pensées se trouve négligée, plus on communique, plus on s'informe, plus on commerce, moins on se parle, moins on s'écoute, moins on se découvre d'une culture à l'autre. Et vous avez cette réflexion un peu plus loin, c'est que finalement, la mondialisation n'y fait rien. Tout le monde continue à penser différemment. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on voyage et qu'on voit à peu près l'uniformisation du monde, on voit les mêmes centres commerciaux, on voit les mêmes boutiques, on voit les mêmes logiciels, on voit les mêmes vêtements, les mêmes restaurants un peu partout. Est-ce que tout ça n'est qu'une façade et qu'au bout du compte, les gens continuent à penser différemment d'un bout à l'autre de la planète? Je pense que oui. Alors, je dirais peut-être pas une simple façade, parce que ça a une existence, ça a une consistance, mais c'est une pellicule. La mondialisation, c'est une pellicule. Qu'est-ce qui est mondialisé? Des techniques, des flux d'informations, des flux financiers, qui, bien évidemment, permettent et de travailler et de se parler d'un bout à l'autre de la planète. Mais cela, je crois, fait oublier qu'il y a à l'arrière-plan ou dans le sous-sol, comme vous voulez, d'abord des différences de langue. Or, selon la structure d'une langue, et le chinois et le broken English sont tout à fait différents, selon les structures de langue, eh bien, on ne pense pas exactement les mêmes choses, et puis surtout, on s'inscrit dans des histoires culturelles qui ont une profondeur de champ, une épaisseur, une densité qui a plusieurs millénaires, des siècles et des siècles, et qui n'est pas, je crois, effacée par la récente
mondialisation qui a son existence, qui a ses mérites, mais qui n'a pas uniformisé les manières de penser, les façons de croire, les usages de la raison, qui sont... Tant mieux pour la richesse, mais tant mieux pour la richesse de l'humanité, parce que si tout le monde pensait pareil, comme tout le monde achète pareil, ce serait quand même très inquiétant. Ben, ce serait surtout très triste, alors que ce que j'essaye de rappeler, c'est cette diversité des usages de la pensée selon les contextes culturels et historiques où nous sommes. Et ça, nous l'oublions. Si vous voulez, vous rappeliez un instant que nous voyageons. Mais si voyager, c'est juste aller dans un pays avec une architecture différente, avec une alimentation différente, avec évidemment une histoire ou des lieux de mémoire un peu différents, et un climat autre, et puis garder dans sa tête les mêmes schémas mentaux, les mêmes cartes mentales, les mêmes points de repère, je crois qu'on n'aura pas bougé beaucoup. Les vrais voyages, en tout cas pour moi, ils commencent dans la tête. Ouais. Même si, après tout, on ne bouge pas, d'une certaine manière. Je crois qu'on voyage plus en se dépaysant intellectuellement qu'en allant à l'autre bout du monde sans changer ses idées. En tout cas, Roger Paul Roy, on voyage dans votre livre sans bouger de son fauteuil. Et il y a le premier voyage auquel vous nous invitez, c'est un voyage en Inde. Et là, on va laisser nos auditeurs et nos spectateurs découvrir ce livre parce que c'est très riche et on peut pas. Mais à chaque fois, j'aimerais qu'on parle d'une chose. Et là, vous dites sur l'Inde, ce qui est très étonnant, c'est que ces gens-là, dans la culture indienne, et donc par conséquent dans la philosophie indienne, vous avez une notion du temps qui est totalement différente de celle que nous, occidentaux, pouvons avoir. Oui, parce que ça, c'est né, le point de départ, si vous voulez, puisque vous avez rappelé, j'essaye aussi d'avoir un point de départ dans le concret, dans les expériences sensibles. Une des premières choses qui m'avait frappé quand je voyageais en Inde, c'était qu'il y a quelque chose d'un peu flou dans le temps. Si vous voulez, les avions arrivent rarement à l'heure ou partent les trains pareils. Et tout ça fonctionne, mais avec une sorte de marge d'imprécision très déconcertante, si vous voulez, pour un Européen. Et puis, il y a aussi ce mélange et ce télescopage des époques. Je crois que l'Inde est le seul endroit du monde que je connaisse où, à un arrêt de bus, il y a un ascète couvert de cendres à côté d'un type en costard-cravate, quoi. Enfin, il y a ce télescopage des temps. Et c'est aussi, alors, dès lors qu'on entre un peu dans les textes, cette extraordinaire distension de la perception du temps. Ça, c'est une chose que l'on peut essayer d'illustrer très simplement. Au XVIIIe siècle, Buffon dit encore que l'âge de la Terre est de 9882 ans, ou quelque chose comme ça. Alors que depuis des siècles, les Indiens calculent par centaines de milliards d'années. Ah oui, vous dites même, j'ai relevé que l'unité de temps, c'est kalpa. Oui. Et le kalpa, c'est le temps qu'il faut pour araser l'Himalaya avec un foulard de soie. Voilà. C'est absolument magnifique. Alors, ça donne une image. Et la réflexion que j'ai eue en lisant ça, c'est de se dire, quand on lit actuellement les récits des astronomes, et qu'on leur dit c'est des milliards d'années, il y a des milliards de galaxies, etc., c'est un peu cette impression-là, c'est-à-dire que l'impression d'un temps tellement infini qu'il est inimaginable, mais on peut le représenter poétiquement. C'est ça, et je crois qu'avant... avant les astrophysiciens, les Indiens avaient inventé l'infinité du temps et la pluralité des mondes. Ils vivent dans une représentation cosmique du temps où il y a non seulement des étendues à peu près impossibles à imaginer de durée, mais aussi une pluralité de mondes, puisque l'univers
se dégrade, se rétracte, recommence. Il n'y a pas seulement un univers et sa dégradation, il y a une pluralité, une succession comme ça infinie de temps. Et cela est lié, je crois, alors ensuite, à des questions métaphysiques très profondes. Je crois que si on entre par cette porte du temps, si j'ose dire, dans la pensée indienne, on va découvrir des questions philosophiques un peu déroutantes et déconcertantes pour nous. C'est d'abord pour des raisons, cette fois de conception qu'on dira religieuse si l'on veut, mais le fait que la succession, la transmigration des individus ou des principes de vie fait qu'on est finalement délivré au bout d'un nombre, non pas infini, mais très grand d'existences. Georges Dumézil, le grand spécialiste de mythologie comparée, avait un jour fait un article tout à fait frappant sur la différence entre le chrétien et l'hindouiste. Un chrétien, il fait son salut éternel sur une seule vie. C'est un sprint, si je puis dire, vous voyez. Il joue une éternité sur un moment bref d'existence. Alors que dans la pensée traditionnelle indienne, c'est après des milliers d'existences que vous pouvez enfin être délivré. Et il y a comme ça, une histoire célèbre qui est racontée dans cet article, et que je reprends dans le livre, où un ascète médite sous un arbre, un figuier, vous savez, indien, où il y a des milliers de feuilles, et puis il se demande quand il sera enfin délivré. Et il y a un Dieu. Quand vous dites délivré, c'est délivré de la vie. En fait, c'est la vie délivré qui est de la une vie. prison. Oui, c'est Voilà, ça. c'est Il faut absolument le préciser, parce que ça, c'est aussi une différence radicale entre les modes de spiritualité occidentaux et la pensée indienne, c'est que l'idée de vie et de vie éternelle, surtout une vie éternelle, pour nous, ça peut être désirable, ou ça apparaît comme ce que l'on cherche à acquérir, c'est absolument l'horreur du point de vue indien. Ouais. C'est être délivré de la vie, c'est-à-dire ne plus renaître. Il y a cette idée que Schopenhauer développera à son tour, mais reprendra en partie, que la vie est une souffrance et que en être enfin débarrassé. Alors débarrassé pourquoi? Est-ce que c'est pour une survie individuelle? Très probablement pas. Est-ce que c'est la fusion dans un tout, mais avec quel type d'existence? Ça, beaucoup de textes indiens refusent en quelque sorte de se prononcer là-dessus. Mais il y a une chose qui me semble aussi très importante à souligner dans et c'est lié à la question du temps, et c'est lié à cette question de salut, mais c'est philosophiquement très déconcertant, c'est que conscience et pensée s'organisent différemment dans la perspective indienne des habitudes philosophiques que nous avons. L'idée, c'est que pour nous, c'est la même chose, n'est-ce pas? Si nous sommes conscients de quelque chose, c'est que nous y pensons. Et si nous pensons à une idée, nous sommes conscients de ce qui se passe dans notre tête. En Inde, l'idée est que la conscience, c'est l'absolu. C'est l'absence totale de différence, de discrimination. C'est ni fini, ni infini, ni... C'est l'un, un peu. Comment? C'est l'un des Grecs. Absolument. Voilà. C'est l'absolu impersonnel et indifférencié. Et du coup, la pensée, c'est plutôt ce qui divise, ce qui discrimine, ce qui met des catégories. Et ça, il faut s'en défaire. Et du coup, vous voyez, je fais un peu rapide si vous voulez que je revienne sur ce point, je fais, mais il y a une orientation des usages de la philosophie qui va devenir absolument différente. Pour nous, occidentaux, héritiers de cette habitude-là, et même c'est aussi une habitude juive, le verbe léhavdil, qui signifie séparer, mais qui veut dire aussi réfléchir, c'est comme le verbe krino, qui veut dire couper, séparer, et qui veut dire également discerner. Ce sont des habitudes de pensée qui divisent, séparent, catégorisent, segmentent, etc., pour y voir clair.
l'habitude indienne, ça va être de dire toutes ces catégories-là, et c'est un travail philosophique qui peut être ardu, toutes ces catégories-là, il va falloir, d'une certaine manière, les déconstruire dans notre langue d'aujourd'hui. Il va falloir les faire, les dissoudre, les faire disparaître, parce que la pensée nous empêche d'atteindre la conscience indifférenciée de l'absolu qui est déjà en nous, mais que nous ne voyons pas. Voilà, c'est une espèce de nettoyage ou de purification. Absolument, voilà. absolument. Plus qu'autre chose. Donc, et oui, mais ça veut dire, si vous voulez, qu'au lieu d'avoir un usage de la raison qui s'emploie à construire, à chercher des vérités, à édifier des systèmes, des concepts, et puis, ou des sciences, eh bien, on va avoir non pas de la magie ou de la mystique, mais un usage de la raison aussi, mais qui s'emploie à défaire les catégories, qui s'emploie à dissoudre les systèmes, qui s'emploie à montrer que nos dissociations, nos différences, nos manières de penser, tout ça, je ne dirais pas c'est du vent, mais c'est de l'illusion et qu'il faut nettoyer pour aboutir à l'indifférencié absolu. Alors, on va laisser les lecteurs de ce livre, je rappelle, Un voyage dans les philosophies du monde, chez Albin Michel. Roger Paul Droit, on va laisser les gens rentrer dans cette philosophie indienne dont vous faites un rapide survol, mais quand même assez profond, et qui est une sorte d'introduction. Voilà, je me permets d'ajouter qu'à la fois, j'ai cherché à montrer pour chacun de ces domaines de pensée, Inde, Chine, la transversale bouddhiste jusqu'au Tibet et au Japon, la pensée juive, la pensée arabe. Je ne suis pas fou, je ne vais pas voulu faire une encyclopédie en 330 pages de toutes les philosophies du monde. Mais vous donnez quand même une bibliographie pour ceux qui sont intéressés par ça. Voilà, vous donnez une bibliographie qui est limitée, ce qui est intéressant. Elle ne fait pas 15 pages, mais on peut en quelques livres approfondir, pour ceux qui le veulent, un sujet qui nous aurait intéressés. C'est pas une encyclopédie, c'est plutôt une boussole. Ouais. C'est une boussole, c'est ça. Une boussole aussi pratique. Et alors, évidemment, il y a mes explications ou les axes que j'ai tenté de choisir, mais je donne aussi des repères chronologiques, un glossaire, des petites indications bibliographiques pour que chacun puisse se repérer et, s'il le souhaite, aller, comme on dit, plus loin. Alors, Roger Paul Droit, on ne peut pas parler de toutes les philosophies, mais j'ai relevé dans chacun des chapitres quelque chose qui m'a étonné. Et notamment, vous parlez après l'Inde, vous parlez de la philosophie chinoise, puis le bouddhisme, et vous faites un certain nombre de développements là-dessus. Mais il y a quelque chose qui m'a saisi, c'est la notion de ciel chez les Chinois. Parce qu'on entend parler, moi, j'avais jamais interrogé la question quand on dit, par exemple, l'empereur chinois, on entend dire il est considéré comme le fils du ciel. Et on pourrait se dire, c'est une notion un petit peu, je dirais, un petit peu religieuse, etc. Le ciel, il est fils du ciel parce qu'il est divin. Et pas du tout. Cette notion de fils du ciel, cette notion de ciel est extrêmement importante chez les Chinois et nous amène à une entrée dans la philosophie chinoise qui est très particulière et qui est assez inattendue. Là aussi, j'essaye de repartir d'impressions vécues et d'un voyage que j'avais fait à Shanghai, puis à Pékin il y a quelques années. Et une chose m'avait frappé. D'abord, de façon, j'ai envie de dire, physique. C'est à Pékin le temple du ciel. Et dans le temple du ciel, il y a deux choses. Il y a une sorte de grand bâtiment qui est pour les récoltes. Et ne pas oublier que c'est une civilisation agricole, paysanne, rurale. Et donc, l'importance du ciel pour les récoltes, ça, on l'entrevoit anthropologiquement assez simplement. Mais il y a dans ce temple du ciel, le temple du ciel proprement dit, si vous voulez, il n'y a aucune construction. Rien. C'est un cercle d'une centaine de mètres environ, entièrement et simplement ouvert sur le ciel, qui est une sorte de célébration, si j'ose dire, de l'espace comme espace vide, et où, lorsqu'on y est physiquement, on a une impression d'abord très très curieuse, si vous voulez, de
d'être confronté à la lumière elle-même du ciel et de ne pas être pris dans une intériorité, une célébration d'un temple quelconque. Et cela m'a fait réfléchir à la manière d'entrer dans la pensée chinoise à partir de là, à partir de la question de l'espace aussi, et voir que le terme ciel est extrêmement important comme notion à l'intérieur de l'ensemble des spiritualités de Chine, mais aussi de leurs élaborations philosophiques. Pourquoi ? Parce que le ciel, c'est quelque chose qui est à la fois immuable et changeant. Il n'y a pas de... il ne s'agit pas de l'idée d'une... C'est pas le ciel bleu, c'est pas le, voilà, c'est pas l'azur. Il varie selon les saisons, il n'est d'une certaine manière jamais le même, il est en même temps immuable à l'intérieur de ces variations, il est dépourvu de volonté, d'intention, il n'y a pas de dessein du ciel sur le destin de l'humanité, mais il habite en même temps à l'intérieur de nos têtes. Confucius dit « le sage doit se rendre comme le ciel ». Et se rendre comme le ciel, ça veut dire répondre par exemple à chacun selon les circonstances, dire ce qu'il convient de faire, non pas avec une vérité immuable, mais avec cette, si vous voulez, cette forme de souplesse, d'adaptabilité et d'impersonnalité qui est celle du ciel. Et ça a une fonction, ensuite, très importante à l'intérieur, à la fois de la pensée de Confucius, à la fois chez les taoïstes, et un auteur comme Chuang Tzu, par exemple, qui est un extraordinaire styliste d'abord, qui fait penser par bien des égards à Nietzsche, toute différence gardée. Chuang Tzu parle, si vous voulez, de cette nécessité de vivre comme le ciel. Ça veut dire ne pas agir. La fonction le terme wu wei en chinois qui signifie non agir, ça n'est pas l'inaction. C'est le fait, en quelque sorte, d'agir non en se coulant dans le mouvement de la nature, en s'incluant dans quelque chose qui nous dépasse et non pas en voulant imposer notre volonté préétablie aux choses. On détient en quelque sorte de ce point de vue-là le pouvoir si on laisse aller. Voilà. Alors, vous connaissez des tas de développements évidemment contemporains, le bien sûr. Bouddhisme, enfin voilà, tous ces développements-là. C'est autour de cet axe. Mais vous avez effectivement, il y a une racine là commune en fait, un peu à toutes ces philosophies chinoises, bouddhistes, qui est assez. Mais vous le dites bien, avec aussi des différences. C'est-à-dire, il y a eu des tas d'écoles, comme en Grèce d'ailleurs, qui étaient très contradictoires, avec des matérialistes, avec des gens qui disent ça ne passe pas comme ça, etc. Oui, et qui même avec des points communs se disputent. Je crois que c'est un point tout à fait important. On pourrait dire que les sagesses sont généralement unanimes. Ouais. Il n'y a pas de désaccord majeur entre deux sages d'une même... ils peuvent parler différemment, ils peuvent avoir des tempéraments, etc. Mais alors que, et c'est ça, un des éléments pour moi de la dimension philosophique qui traverse toutes ces pensées, il y a non seulement des usages de la raison et des arguments, mais il y a des désaccords, ouais. Il y a des disputes qui sont des disputes argumentées. Nous, pour atteindre il y a des disputes, par exemple, très sophistiquées entre ceux qui imaginent que cette délivrance, qui est leur but commun, est graduelle. On fait des progrès, on est un peu plus délivré aujourd'hui. Ou ceux qui disent que c'est une chose subite. Et même si on y travaille... une espèce d'illumination. Voilà, si on y travaille 30 ans de suite et tous les jours, c'est une seule fois complètement, vous voyez. Ce qui change la vision de la vie complètement, d'une certaine façon. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est... Vous voyez, un point de dispute, c'est est-ce que c'est graduel ? Et est-ce qu'on va être, je ne sais pas, devenu sage ou devenu délivré à 78% ou bien est-ce que c'est de 0 à 100 d'un seul coup,
même après 50 ans d'efforts, quoi. Donc, si je vous comprends bien, ouais. là où il y a des disputes, là où il y a de la controverse, là où il y a de la castagne, il y a de la philosophie. Exactement, oui. Absolument, oui, oui. C'est-à-dire à condition qu'il ne s'agisse pas d'une culture du clash Oui, comme la non. nôtre. Une castagne argumentée, Ouais. de la dispute savante, du conflit rationnel et déductif. Mais ça, c'est partout. Effectivement, il y a des disputes entre les kabbalistes, il y a des disputes entre les écoles indiennes, il y a des disputes entre les brahmanes et les bouddhistes, et c'est même comme ça que naît la philosophie indienne et le bouddhisme. Il y a des disputes entre les écoles chinoises, et je crois que cette dimension de la dispute rationnelle, j'insiste sur l'usage de la rationalité, c'est un des critères du philosophique par rapport à d'autres pensées. Alors, on va continuer un petit peu notre voyage autour du monde, et on va en venir à la philosophie juive. Et là, vous dites aussi quelque chose vous avez une réflexion au début de votre chapitre sur la pensée juive et sur la philosophie juive, qui est quelque chose qu'on n'interroge pas en général. Et vous dites, en fait, la spécificité de la religion juive, ce n'est pas le monothéisme, c'est la loi. Oui, parce que ça n'est d'une certaine manière, me semble-t-il, je ne crois pas être le seul à dire cela, une orthopraxie. C'est-à-dire, la question n'est pas celle de la croyance, elle est celle du faire. Et il s'agit d'une certaine manière de mettre en œuvre une loi révélée, transmise, certes, alors là c'est la part si l'on veut, de croyance, mais ça n'est pas la question de la foi, en quelque sorte, qui est effectivement centrale pour le christianisme, qui est centrale pour l'islam, elle ne me semble pas être centrale pour la pensée juive, qui a bien plutôt à faire avec la question de la loi. Alors cette question de la loi, elle fait qu'on comprend très bien ce qui s'est passé peut-être au début de la naissance du christianisme, entre le judaïsme et le christianisme. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le judaïsme ne pouvait pas comprendre le christianisme et saint Paul, etc. Et que le christianisme ne pouvait pas comprendre le judaïsme. Ils étaient déjà sur des chemins qui étaient complètement différents. En grande partie. Alors après, la naissance du christianisme, sa séparation d'avec le judaïsme, etc., c'est une histoire longue, complexe, et dans laquelle je me garderai d'entrer comme ça en quelques instants. Mais si vous voulez, la place de ce que j'appelle le philosophique ou la philosophie, là, par rapport à la loi, il s'agit de savoir, et c'est tout l'enjeu finalement de la pensée talmudique, il s'agit de savoir comment l'appliquer. Il ne s'agit pas de discuter la loi comme telle, mais il s'agit de savoir dans quelles circonstances elle va s'appliquer. Ça soulève évidemment toute une série de questions sur lesquelles la rationalité doit s'exercer. Et il y a une quantité de notions proprement philosophiques qui sont élaborées à propos de l'application de la loi, des distinguos à faire selon les domaines, les périodes, les acteurs, et tout le pile-poule finalement. C'est la discussion autour de questions qui se posent à propos de la loi. Alors, vous dites aussi qu'il y a une des caractéristiques de la philosophie juive qu'on trouve, alors peut-être plus dans la Kabbale cette fois-ci, c'est cette idée que le monde ne se construit pas par une simple impulsion de Dieu, du divin, mais que le monde a besoin de l'homme pour se construire. Oui, alors dans la Kabbale, ça prend la figure de la brisure des vases et puis de la réparation du monde, etc. Mais c'est je crois, profondément cette idée que le temps n'est pas donné une fois pour toutes. Le temps est à construire. Le monde n'est pas donné non plus une fois pour toutes comme achevé. Il est à élaborer et c'est une affaire des humains
que de le construire, le temps et le monde, de les construire heure par heure et jour par jour. Et il y a là, évidemment, quelque chose qui se distingue d'autres types de conception du monde. Oui. Ça, c'est Oui, clair. parce qu'en fait, il y a une responsabilité de l'humain à ce moment-là dans la construction du monde. Et donc, il y a toute une éthique derrière cette responsabilité. Parce que si le monde est ce qu'il est, qu'on est dedans, qu'on ne peut pas faire grand-chose, bon, on peut essayer de l'être le mieux possible. Mais si notre action a une dimension cosmique, d'une certaine façon, l'éthique devient totalement différente. Absolument. Et c'est une éthique interhumaine, c'est une éthique de la relation. Ce qui joue sur la question, par exemple, du langage, ce qui joue sur la question de la discussion. Et s'il y a quelque chose qui me paraît tout à fait important, André Neher l'a tout à fait bien souligné dans beaucoup de ses textes, c'est qu'il y a dans la pensée juive une situation respective de l'action et de la connaissance qui n'est pas la même que dans la pensée grecque, par exemple. Le terme même de philosophie, il veut dire pour les Grecs qu'il y a une connaissance, qu'on peut l'atteindre, la sophia, et que quand on l'atteint, on va l'aimer. On va entretenir le savoir, on va aimer la vérité. Alors que ce que montrent beaucoup de textes du judaïsme, c'est qu'il faut d'abord aimer pour connaître, qu'il faut d'abord agir pour savoir, qu'il y a une part, si vous voulez, d'expérience qui n'est absolument impossible à supprimer et que la contemplation de la vérité, c'est-à-dire la théorie pour les Grecs, théoria en grec, ça veut dire contempler, ne suffit pas. La dimension, si vous voulez, de pratique, d'action, du faire, de quelque chose à faire, et de l'agir, et de l'amour, sont des choses qui participent à la connaissance. On ne peut pas connaître autrement. Et ça ouvre aussi un axe différent. Alors ça, bon, je laisse aussi les lecteurs voir ce passage et cet ensemble d'analyses sur la pensée juive qui est tout à fait passionnante. Et vous parlez aussi de la pensée arabo-musulmane et vous mettez en valeur cette extraordinaire richesse qu'il y a eu entre en gros le 8e et le 12e siècle dans le monde arabo-musulman, et notamment la traduction systématique des textes grecs. En fait, ce monde arabo-musulman, avec les Juifs évidemment qui participaient à ce travail, ont apporté d'une certaine façon toute la pensée grecque par la suite, après, à des penseurs chrétiens comme saint Thomas et autres. Qu'est-ce qui a poussé ça pendant cette période, ce monde arabo-musulman, à aller chercher cette philosophie grecque? Qu'est-ce qu'ils y ont trouvé? Eh bien, alors d'abord, il y a évidemment des élaborations de pensée antérieures chez les musulmans à la découverte des Grecs. Mais très vite, avec les Omeyyades, les Abbassides, les grandes dynasties de cette époque, la traduction de centaines d'œuvres grecques en arabe a été opérée systématiquement. Alors pourquoi? Ça, c'est une question complexe, mais je crois que ça n'est pas seulement pour des raisons simplement théoriques. C'est parce des raisons pratiques. Il y avait la science derrière. Oui, mais ils ont pratiquement tout traduit. Parce que, pour des raisons d'abord de conquête, ils avaient les bibliothèques. Et ils ont traduit parce que ils voulaient traduire aussi les traités de médecine, les traités militaires, les traités économiques, les questions de stratégie, l'élevage des chevaux ou des chiens. Enfin, vous voyez, il y a d'énormes corpus grecs qui ne sont pas seulement Platon et Aristote ou les autres écoles, mais ils ont évidemment traduit et étudié notamment Platon et Aristote, en les étudiant et aussi en les transformant. Je crois que ce qui est intéressant, si vous voulez, et c'est un des moteurs
de la philosophie arabe, qui est une très grande philosophie à cette époque, avec une diversité et une richesse d'auteurs remarquables, ils ont, d'une certaine manière, lu les textes grecs avec la nécessité de les harmoniser avec le Coran. Et là, c'est un vrai défi philosophique, parce qu'il y a bien évidemment... Il y a cette idée, je crois qu'il faut bien comprendre. Nous sommes, je ne dirais pas déformés, mais nous nous trompons en lisant toutes ces questions ou en abordant ces questions à partir des filtres des Lumières. Nous avons l'idée que la philosophie, elle doit critiquer la religion ou qu'elle s'en distingue fondamentalement. La pensée arabo-musulmane et aussi la pensée juive médiévale qui en dépend, ou qui est très liée, c'est cette idée que, à l'intérieur du commentaire du Coran ou des commentaires de la Torah, on fait de la philosophie. Que faire de la philosophie n'est pas contraire à la révélation religieuse. Ça, c'est la grande question. Oui, mais oui, les textes contiennent des vérités révélées, et il ne peut pas y avoir deux vérités dans leur esprit. Il ne peut pas y avoir deux vérités. Il n'y en a nécessairement qu'une. Donc le chemin que l'on fait par la révélation doit être rejoint par le chemin que l'on fait par la philosophie et par la raison. Et les deux ne peuvent se contredire. Alors des fois, c'est très problématique, parce que, par exemple, qu'il s'agisse du Coran ou de la Torah, c'est Dieu qui a créé le monde. Aristote dit le monde a toujours existé. Le monde a toujours existé. Alors on fait comment ? Et là, il faut essayer de rattraper nous dirions le gap, quoi, le fossé entre les deux. Alors, Roger-Paul Droit, j'avais plein d'autres questions à vous poser. On arrive à la fin de notre entretien. Écoutez, moi j'ai des réponses. Voilà. Dit Woody Allen, donc quelle est votre question ? Il y a beaucoup de réponses dans votre livre que nous n'avons fait qu'effleurer. J'ai une dernière question. Toutes ces philosophies indiennes, puis on n'a pas parlé non plus des philosophies amérindiennes qui n'étant pas écrites, sont moins accessibles peut-être, ou même chose pour les philosophies africaines qui sont d'ordre oral, donc pour lesquelles l'accès est un peu plus compliqué. Ma question, j'ai vraiment envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui reste de toutes ces philosophies ? Est-ce qu'elles sont dans le monde entier, vous qui voyagez, vous qui lisez, est-ce qu'elles restent toujours vivantes, toujours spécifiques, ou est-ce que finalement elles se sont arrêtées à un certain moment Alors les cas de figure sont différents, évidemment. Moi, je pense qu'elles demeurent toujours vivantes d'une certaine façon. Mais je veux préciser très vite d'une certaine façon. Il y a très souvent... elles survivent à l'intérieur d'institutions spécifiquement religieuses. Et il y a ce que j'appelle le syndrome du bout du couloir. Le syndrome du bout du couloir, c'est que si vous êtes dans une université, vous avez un département de philosophie. Et imaginez en Inde, par exemple, à l'université Nehru de Delhi, que font les philosophes ? Ils font de la philosophie analytique. Comme les anglo-saxons, ils ont grosso modo les mêmes préoccupations que les départements de philosophie de Boston ou d'Oxford. Et il existe évidemment des départements de sciences religieuses où les textes que vous retrouvez dans ce livre, ou dont je m'occupe, qui sont aussi des textes philosophiques, sont au bout du couloir. Mais personne ne fait le couloir. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire... Ils ne sont pas rapatriés dans le... C'est encore séparé de... Mais oui, mais si vous voulez, de même qu'on considère en France que si vous faites de la philosophie, vous n'allez pas vous mettre à faire du sanskrit, des études bouddhistes, apprendre le tibétain, où il existe. Pourtant... des textes dont les questions philosophiques et les tournures d'esprit philosophique sont dérangeantes ou seraient très fécondes à rapprocher des nôtres. Et ce travail de dialogue
ou de comparaison. Il est mené, mais par quelques experts, et beaucoup moins qu'on ne peut le penser. Mais grâce à vous, Roger-Paul Droit, et à quelques autres, pas mal d'autres philosophes, peut-être que ce travail de rapprochement va être fait dans les années qui viennent. Je l'espère, et il commence. J'ajouterais juste, si vous voulez, il y a 4 auteurs qui sont entrés maintenant dans la liste des auteurs du baccalauréat et qui sont des auteurs non occidentaux qu'on retrouve dans ce livre. Il y a Nagarjuna, le logicien bouddhiste. Il y a Maïmonide, le grand talmudiste, médecin et métaphysicien juif. Il y a Avicenne, le médecin et métaphysicien arabe, et Zhuangzi, le taoïste. Ils sont maintenant dans les auteurs du bac. C'est une bonne chose et je crois que c'est un pied dans la porte pour plus d'ouverture. Très bien. Roger-Paul Droit, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle votre livre « Un voyage dans les philosophies du monde » aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.